Alors Moussaillon, t'étais où cette semaine pour pas connaître l'actu à ce point-là? Salut et bienvenue à toutes et à tous dans cet hebdomadaire du 16 juin 2023. Lundi. Durement éprouvée par le Covid-19 et le Brexit, la compagnie maritime Brittany Ferries renoue avec des résultats se rapprochant de 2019 avant la pandémie, mais plus lentement qu'initialement prévu, a-t-elle annoncé. Pendant l'hiver, de novembre 2022 à mars 2023, la compagnie bretonne a transporté 55% de passagers en plus par rapport à l'hiver précédent, retrouvant plus de 65% de ses passagers de l'hiver 2018-2019, a-t-elle précisé dans un communiqué. Les performances de Brittany Ferries sont en particulier portées par les lignes vers l'Irlande, avec une croissance de 171% depuis la France et de 201% depuis l'Espagne. En revanche, après une nette progression ces dernières années, les liaisons directes entre le Royaume-Uni et l'Espagne se tassent. Depuis la France, Brittany Ferries dit souffrir d'une forte concurrence et dénonce la guerre tarifaire particulièrement féroce qui règne entre Irish Ferries, PO et DFDS sur le Pas-de-Calais, marquée selon elle par le dumping social de certaines compagnies. P&O et Irish Ferries ont les moyens d'une politique low-cost, véritable distorsion de concurrence qui grève le retour à la croissance d'une compagnie comme la Brittany Ferries, premier employeur de marins français, regrette la compagnie bretonne basée à Roscoff dans le Finistère. Si les lignes normandes renouent progressivement avec leurs étiages de 2019, les lignes bretonnes sont à la traîne, mais une baisse sensible du pouvoir d'achat des Britanniques se fait sentir sur plusieurs lignes transmanche, constate-t-elle. Pour la haute saison 2023, d'avril à octobre, les réservations sont en hausse de 12% par rapport à celles de 2022, mais restent toujours en deçà des chiffres de 2019. Concernant le fret, l'activité a continué de s'infléchir avec un marché global transmanche en baisse de 20% par rapport à 2019 et de 8% par rapport à 2022 sur les 6 premiers mois de l'exercice 2023. En mars, l'armateur CMA-CGM est rentré au capital de Brittany Ferries, compagnie toujours contrôlée par les agriculteurs bretons, à hauteur de 12%, convertissant en actions l'argent qu'il lui avait prêté en septembre 2021 pour se relever de la crise du Covid-19. La compagnie exerce entre Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham et Le Havre d'une part, le sud de l'Angleterre et l'Irlande d'autre part, et entre l'Irlande, l'Angleterre et l'Espagne enfin. Mardi. Organisée du 10 au 18 juin 2023, la Semaine nationale Handi-Voile et Handi-Valide vise à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap en proposant des activités handi-voile et handi-valide gratuites partout en France. Créée en 2018 par la FF Voile, la semaine Handi-Voile et Handi-Valide cherche à promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap en proposant sur une semaine des activités de découverte sur tout le territoire. Cette année, une cinquantaine de clubs se mobilisent pour faire découvrir la voile, une activité accessible à tous, quel que soit l'âge, le niveau ou le degré d'autonomie. Au sein du Cercle de Voile de Cazaulac, nous avons un projet avec Sport Adapté et Handisport d'organiser des découvertes de la voile sur des supports adaptés et non adaptés, explique Gwen Omen. Nous allons faire du catamaran, du ludique, un bateau adapté qui se pratique jusqu'à 7 personnes et du Hansa 303 qui est l'un des bateaux adaptés que l'on utilise au club. C'est aussi et surtout l'opportunité de créer des moments de partage et de convivialité avec une pratique mixte handi-valide. La voile, depuis plusieurs années, est ma bouffée d'oxygène. Elle m'a permis de laisser mon fauteuil au poton, et ça c'est un grand bonheur, ainsi que de se confronter à des personnes valides, cela me permet d'oublier mon handicap d'être sur l'eau. Souligne Chantagne-Labassalin, pratiquante au Seine-Lorient. Pour Jean-Luc Dénéchaud, président de la FF Voile, rendre le sport 100% inclusif, c'est permettre à chacune et chacun de se dépenser, se dépasser, se divertir, se construire ou se reconstruire à travers le sport. La voile a cette chance, elle est accessible à tous les types de handicap. Et mieux encore, elle permet une pratique handi-valide où les personnes valides et les personnes en situation de handicap naviguent et régatent ensemble à armes égales. Aussi, la FF Voile et ses clubs œuvrent depuis plusieurs années pour proposer des offres de pratiques adaptées allant du loisir jusqu'à la compétition. Grâce à des moniteurs et des monitrices formés et des adaptations techniques et pédagogiques, ce sont aujourd'hui plus de 300 clubs en France qui accueillent des personnes en situation de handicap chaque année. L'objectif de la Semaine nationale Handi-Voile et Handi-Valide est de mettre en valeur l'investissement formidable de nos clubs en faveur de l'inclusion, d'encourager de nouveaux clubs à relever le défi et d'attirer de nouveaux pratiquants en situation de handicap. Christine Courtois, vice-présidente de la FF Voile en charge de la mixité, nous explique « Nous avons initié la semaine nationale Handi-Voile et Handi-Valide dans le but de faire découvrir la voile à tous ceux qui n'imaginent pas qu'ils puissent pratiquer notre sport. Ces événements sont gratuits et ouverts à tous les handicaps. Nous sommes très chanceux, car pour ces pratiquants, faire de la voile leur permet d'oublier leur handicap, ce qui n'est pas le cas de toutes les disciplines sportives. L'inclusion est une grande richesse et un beau moment de partage. L'objectif en voile est de partager une même passion. »
Aujourd'hui, plus de 300 clubs de voile accueillent des personnes en situation de handicap au sein de leur structure, ce qui représente plus de 14 000 pratiquants. Organisés autour du principe de mixité entre personnes entre situation de handicap et personnes valides, la voile handi-valide ne demande plus qu'à se développer et accueillir toujours plus de pratiquants. Mercredi. Microplastiques dans l'océan, les équipes naviguant autour du monde en ont trouvé en masse. Jusqu'à près de 1900 microplastiques par mètre cube d'eau ont été trouvés dans les échantillons collectés par les équipes au cours des premières étapes de The Ocean Race. Un nouvel outil interactif d'exploration des données vient d'être lancé, theoceanracescience.com. Les résultats préliminaires des premières étapes de cette édition de The Ocean Race révèlent la présence des microplastiques dans chacun des 40 échantillons analysés jusqu'à présent, avec jusqu'à 1884 microplastiques par mètre cube d'eau à certains endroits. Les échantillons analysés lors de la deuxième étape de la course à la voile autour du monde entre Mindelo au Cap-Vert et le Cap en Afrique du Sud ont révélé des concentrations de microplastiques allant de 92 à 1884 particules par mètre cube. Les échantillons de microplastiques présentent des niveaux similaires à ceux recueillis au cours de la troisième étape, la plus longue en 50 ans d'histoire de la course, un voyage de 12 750 milles nautiques à travers l'océan austral. Bien qu'il s'agisse d'une des régions les plus reculées de la planète, 160 à 1492 particules par mètre cube ont été trouvées dans les échantillons prélevés sur cette section du parcours entre le Cap et Itajaí au Brésil. Les microplastiques sont collectés tout au long des 60 000 km du parcours à l'aide d'un système de prélèvement embarqué, un filtre spécial conçu pour collecter les particules de plastique entre 0,03 mm et 5 mm est embarqué par deux équipes, Guyot Environnement Team Europe et Team Holcim PRB. Le dispositif fonctionne par aspiration d'eau à travers un filtre sur une période de 2 heures afin de capturer les microplastiques. De nouveaux échantillons sont prélevés chaque jour par les marins et, après chaque étape, sont fournis au National Oceanography Center au Royaume-Uni pour analyse avec le soutien de l'Université du Rhode Island aux États-Unis. Le NOC est récemment devenu un partenaire scientifique de The Ocean Race, reflétant l'engagement des deux organisations qui utilisent les plateformes de la course pour faire avancer la science océanique. Victoria Fulfer, scientifique de l'Université du Rhode Island au CNO, a déclaré « Il est vraiment inquiétant de constater que nous trouvons des microplastiques dans chaque échantillon, des zones côtières jusqu'aux régions les plus reculées de l'océan. Jusqu'à présent, plus de la moitié de nos échantillons contiennent plus de 500 particules microplastiques par mètre cube d'une taille supérieure à 0,1 mm. Ces concentrations ne font qu'augmenter lorsque nous examinons des particules encore plus petites. Le problème est devenu omniprésent et les efforts d'échantillonnage tels que ceux réalisés pendant cette course sont essentiels pour nous aider à comprendre l'étendue de la pollution microplastique dans l'océan. Les échantillons collectés par les équipes de The Ocean Race sont uniques car ils couvrent une large zone en peu de temps, donnant aux scientifiques une sorte d'image instantanée de l'état de la pollution microplastique dans nos océans en 2023. Les mesures sont plus élevées à proximité des zones urbaines, comme autour du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud, ainsi que dans les zones connues comme des nappes de déchets, où les flux océaniques entraînent l'accumulation des particules. Taifan Raymond, responsable scientifique de The Ocean Race, a déclaré « Nous en apprenons de plus en plus sur l'omniprésence des microplastiques dans l'océan. On les trouve dans différentes espèces, du phytoplancton aux baleines, et nous les consommons nous-mêmes dans les fruits de mer et dans l'eau potable. La science est l'arme la plus puissante dont nous disposons pour lutter contre ce problème. Les données que nous recueillons peuvent contribuer à informer et à influencer les entreprises et les gouvernements afin qu'ils prennent les décisions qui permettront de mieux protéger notre planète. Nous rendons toutes les données collectées par les équipes pendant la course accessibles à tous grâce à notre nouvel outil scientifique interactif. Nous ajouterons de nouvelles informations tout au long de la course afin que la communauté scientifique, les fans de la course et toute autre personne intéressée puissent explorer les données et en apprendre davantage sur la santé des océans. Pour la première fois sur The Ocean Race, la structure chimique des particules plastiques est également examinée afin de mieux comprendre quels produits plastiques pénètrent dans l'océan et se décomposent en microplastiques. Le produit chimique le plus abondant trouvé jusqu'à présent est le polyéthylène, qui est utilisé dans de nombreux produits, notamment les emballages à usage unique, les sacs plastiques et les récipients, y compris les bouteilles. L'initiative scientifique The Ocean Race fait partie du programme de durabilité Racing with Purpose qui a été créé avec notre partenaire premier Eleven Hour Racing. Toutes les équipes participent à la compétition, sont impliquées, embarquant une série d'équipements qui collectent des données sur l'impact de l'activité humaine sur l'océan. Eleven Hour Racing Team et Team Malaysia transportent un Ocean Pack qui recueille des données sur le changement climatique et l'océan, tandis que Biotherm collecte des informations relatives à la biodiversité des océans.
Les résultats obtenus lors de cette édition de la course qui a débuté à Alicante en Espagne le 15 janvier 2023 et se terminera à Gênes en Italie lors de la grande finale à la fin du mois de juin sont nettement plus élevés que les données microplastiques collectées lors de l'édition précédente en 2017-2018. Lors de l'édition précédente, en effet, les échantillons variaient de 50 à 100 par mètre cube. On estime que les niveaux sont jusqu'à 10 fois plus élevés cette fois-ci en raison de l'augmentation de la pollution microplastique et de l'amélioration des méthodes et de la technologie d'analyse. Cette édition analyse également les fibres microplastiques qui sont incroyablement répandues, tandis que l'édition 2017-2018 ne les avait pas mesurées. The Ocean Race fournit des données scientifiques à l'Odyssée d'une décennie d'océan, qui est un projet approuvé par la décennie de l'océanologie au service du développement durable 2021-2030 et qui soutient les efforts visant à inverser le cycle de dégradation de la santé des océans et à créer de meilleures conditions pour assurer le développement durable des océans. Rendez-vous sur le site theoceanracescience.com pour en savoir plus. Jeudi. Aujourd'hui, c'est un appel de l'ONG SOS Méditerranée que je viens relayer. Chers amis, depuis le début de l'année, nous constatons que les autorités maritimes italiennes nous assignent des lieux sûrs de débarquement comme les ports de Salerne, Bari ou Civitavecchia, très éloignés de la zone des sauvetages en Méditerranée centrale. Cette nouvelle pratique, qui touche tous les navires civils humanitaires sans exception, a de lourdes conséquences sur nos opérations. Ainsi, en avril dernier, ces instructions ont éloigné l'Ocean Viking de la zone de recherche et de sauvetage durant 17 jours, nous obligeant à parcourir 5000 km supplémentaires et entraînant un surcoût de l'ordre de 80 000 €. En outre, ces temps de navigation se déroulent parfois dans des conditions météorologiques très rudes pour des rescapés déjà faibles et épuisés. Malgré ces obstacles, nos équipes ont porté secours à 289 enfants, femmes et hommes au cours des 6 opérations de sauvetage durant cette période. Alors que l'Organisation internationale pour les migrations vient d'annoncer que ce mois d'avril était le plus meurtrier en Méditerranée centrale depuis 2016 et que près de 1000 disparus sont à déplorer depuis le début de l'année, nous poursuivons nos efforts pour être en mer afin de porter secours aux personnes qui se noient coûte que coûte. Notre présence en mer est vitale. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien pour continuer. Je tiens à préciser que je censurerai tout commentaire raciste et que je n'hésiterai pas à aller déposer plainte auprès de la gendarmerie à chaque commentaire de ce type qui sera posté suite à cette vidéo. Vendredi. Les 24 et 25 juin prochains se tiennent les journées nationales de la SNSM. C'est l'occasion d'aller à la rencontre de nos sauveteurs en mer bénévoles. Comment se déroulent les sauvetages? Quels sont les gestes de premier secours à effectuer en cas d'urgence? Comment s'entraînent-ils? Les 24 et 25 juin prochains, la SNSM ouvre les portes de ses stations et centres de formation partout en France métropolitaine et outre-mer. Vous aurez l'occasion d'échanger avec nos sauveteurs bénévoles, de visiter nos bateaux de sauvetage, de participer à des démonstrations de sauvetage et de secourisme et de soutenir l'association. Quelques exemples d'animations prévues. À Courseulles-sur-Mer, rassemblement de motos, présentation des équipements de sauvetage, vente de produits dérivés SNSM. À Brest, balade en mer, challenge apprenti sauveteur, démonstration avec des chiens de sauvetage. À Andernos, présentation des équipements de sauvetage, atelier de prévention, atelier de fabrication de bracelets. À La Ciotat, percussion d'un radeau de survie, démonstration de sauvetage. Découvrez le programme des animations qui vous sont protégées dans les stations et centres de formation partout en France. Retrouvez ce programme sur le site dont l'adresse s'affiche sur votre écran ou sur jnsm.snsm.org. Et voilà qu'arrive la fin de ce Mayday Hebdo. J'espère qu'il t'aura donné envie de le republier, le liker et t'abonner à mon compte. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent!